Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un Smart Impact exceptionnel que je vous propose aujourd'hui depuis le Forum des entrepreneurs ici à Marseille. On est dans le cœur battant de la ville, sur la pelouse du stade Orange Vélodrome. C'est un privilège d'être ici à la croisée des mondes. À la croisée des mondes, c'est le thème de ce forum organisé par l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Comment s'engager dans la transition environnementale, comment penser l'entreprise de demain, comment accompagner une jeune génération qui bouleverse les codes du travail et réclame des engagements, un engagement sociétal de leur employeur. Ce sont quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres, mais quelques-unes des questions posées lors de ce forum et que l'on va aborder tout de suite avec mes invités dans ce grand débat. Mélanie Jeanneret, qui est co-organisatrice de la Convention des entreprises pour le climat. Vous pouvez me rejoindre sur scène. J'appelle également Simon Bernard, président et cofondateur de Plastique Odyssée. Bienvenue, installez-vous. Et Sébastien Demèche, le président de Telaqua. Bonjour, installez-vous. Bienvenue à tous les trois. C'est parti pour ce Smart Impact spécial Forum des entrepreneurs. On va donc parler du rôle des entreprises face aux défis climatiques. C'est justement l'objectif de la Convention des entreprises pour le climat. Mélanie Jeanneret, alors Smart Impact, on connaît bien la CEC puisqu'on est partenaire de l'opération depuis le lancement. Il y a un an, on a reçu chaque mois des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants de ces 150 entreprises engagées. Peut-être que tout le monde ne connaît pas la Convention des entreprises pour le climat. Vous nous rappelez le principe, peut-être même l'organisation? Comment ça marche? Donc la Convention des entreprises pour le climat, c'est un parcours qui a réuni des dirigeants de 150 entreprises sur un parcours de 10 mois, dans des entreprises de toute la France, de toute taille, de tout secteur, dans un parcours de redirection pour les accompagner à réfléchir et à penser la transformation écologique de leur organisation. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement théorique, mais je voudrais parler de parce que tous mes invités m'ont parlé de la première séance, le premier week-end où ils se sont réunis. D'une certaine façon, il fallait parler la même langue et il y a eu ce qu'ils ont tous appelé une claque climatique. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce premier week-end? Effectivement, alors ils ont appelé ça la claque parce que la première session durait 2 jours et demi. Ils ont été réunis, on a fait le constat ensemble et on a parlé de défis climatiques pour cette table ronde. En fait, le défi est immense. On parle de défis climatiques, mais aussi environnemental, social. Pendant 2 jours, ils ont été informés, formés par des experts, des intervenants très connaisseurs de ces sujets. Et on les a aussi accompagnés en collectif à prendre conscience de l'ampleur de ce constat-là. Donc en fait, poser le bon problème. Donc c'est vrai que ça peut être assez violent en fait de prendre ça toutes ces informations réunies pendant 2 jours. La bonne nouvelle, c'est qu'on les a accompagnés après dans la suite du parcours à cheminer pour trouver des solutions, travailler ensemble à cette construction d'une nouvelle feuille de route. Oui, et c'est ce que l'on va détailler ensemble et c'est ce que vous allez proposer aussi aux entrepreneurs de plusieurs régions de France et notamment des entrepreneurs des Bouches-du-Rhône. On y reviendra tout à l'heure. Simon Bernard et Sébastien Demèche, je vais vous poser la même question. Cette urgence climatique dont on parle, elle engage vos entreprises. Vous les avez créées en partie pour ça, quoi. C'est from scratch d'une certaine façon. Est-ce que vous en avez pris conscience il y a longtemps? Alors moi, c'est marrant parce que depuis tout petit, je voulais être inventeur. Ouais. Et je passais mon temps à réfléchir à des systèmes pour économiser de l'eau, des baignoires, recycler l'eau, pour économiser de l'énergie, mais sans avoir cette conscience écologique, vraiment parce que c'était un défi que j'aimais bien, un challenge. Et petit à petit, à force de travailler sur ces sujets-là, j'en suis venu à rencontrer d'autres personnes qui travaillaient. Et donc, j'ai construit cette conscience écologique au fur et à mesure. Et on va dire que bon, la conscience collective, depuis quelques années, a beaucoup évolué. Et donc, j'ai cheminé comme ça, mais j'ai pas eu de déclic, comme certains peuvent dire. J'ai eu un déclic ce jour-là. C'est vraiment un parcours depuis longtemps. Ouais. Même question, Sébastien Demèche. Je vais faire un peu la même réponse. Je pense que c'est pas vraiment un déclic, c'est qu'on l'avait au fond de nous. En créant la société, nous on travaille dans l'agriculture, en rencontrant de plus en plus d'agriculteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de changement climatique, il y avait un réel problème, qu'ils n'avaient pas forcément les armes. Et donc petit à petit, on s'est renseigné, on est devenu un peu plus expert sur le sujet. Ouais. Et c'est devenu encore plus prenant. Mais est-ce que vous voyez chez certains de vos interlocuteurs, ça peut être des parties prenantes, des pouvoirs publics, on parlait du degré d'information, le fait de parler une langue commune, est-ce que vous ressentez parfois qu'il n'y a pas le même degré d'information? Je dis ça dans des mots sympathiques.
Oui, clairement, on le ressent. Nous, on travaille à l'international, ça va aussi dépendre des pays, ça va dépendre de plein de choses. Mais ce qu'on se rend compte, c'est bon, on est une jeune société, hein, on a 4 ans, mais déjà en 4 ans, le discours a beaucoup changé. Les grandes entreprises avec qui on peut travailler ont beaucoup changé, beaucoup évolué, et mettre ça au cœur de leur stratégie. Donc c'est quand même intéressant. Bon. Mais en effet, il y a un peu de monde. Ouais. On va présenter, évidemment, prendre le temps de présenter vos entreprises respectives dans un très court instant, mais je voudrais, Mélanie Jeanneret, parler un peu de la formation des politiques, parce que c'est un vrai débat en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un séminaire gouvernemental avec une scientifique du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui a passé une demi-heure avec les ministres. Je pense qu'en une demi-heure, on n'apprend rien. Ça s'appelle un vernis. Il faudrait combien de temps de formation ? Très bonne question. Les dirigeants de la Convention ont passé 12 jours pleins, plus des soirées, des moments de webinaire, des moments de travail entre dirigeants, entre ces jours. Donc on voit bien qu'entre 30 minutes et 12 jours, il y a un grand écart. Après, en 30 minutes, on peut avoir de l'information très percutante et très pertinente. Valérie Masson-Delmotte, pour l'anecdote, a été la première intervenante à l'ouverture de la Convention des entreprises pour le climat à la session 1. Elle avait eu 30 minutes, mais après, effectivement, il y a eu 2 jours pleins. C'est un point de départ et effectivement, il faut se donner les moyens. Je pense que le message qu'on fait passer à chaque fois, c'est qu'il est urgent de prendre le temps de comprendre l'ampleur du constat et de poser ce problème. Oui. Alors, on va, comme promis, présenter vos entreprises respectives. Simon Bernard, c'est quoi Plastic Odyssey ? Je vous avais déjà reçu dans Smart Impact, donc moi je sais, mais peut-être pas tous nos interlocuteurs. Exactement. Alors, Plastic Odyssey, c'est vrai qu'on connaît le bateau. On a un navire d'expédition qui est un peu une sorte de Calypso, mais le Calypso du commandant Cousteau, mais version recyclage et lutte contre la pollution plastique. Ça, on va dire que c'est la partie visible. Le fond, la vision et l'objectif de Plastic Odyssey, c'est d'aller initier des initiatives de recyclage et de réduction du plastique dans les pays aujourd'hui qui souffrent le plus de cette pollution, qui sont quasiment que des pays à bas et moyens revenus, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et d'aller donc créer de l'entrepreneuriat social, concrètement c'est quoi ? Des micro-usines de recyclage en Afrique, en Asie, pour permettre à des entrepreneurs de vivre grâce à la transformation de ces déchets en produits finis utiles localement. Parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'on cherche, et il y a quelques solutions pour récupérer le plastique dans les océans, mais en général, il y arrive déjà sous forme de microplastique, donc il est quasiment irrécupérable. Donc c'est avant qu'il faut faire le job, c'est ça ? C'est ça, en fait, la base pour tous ces enjeux climatiques, c'est de comprendre le problème. Et la pollution plastique, c'est un super exemple, parce qu'en fait, on est tous au courant qu'il y a une pollution plastique, mais on la connaît super mal. On a tous l'impression qu'en fait, il faut aller pêcher du plastique pour résoudre le problème. Alors que la surface, le plastique qui flotte à la surface des océans, c'est moins d'1%. Et si on collecte ce qu'on appelle le 7e continent de plastique, si on arrive à tout récupérer, ce qui est impossible parce que c'est des microparticules, on a l'équivalent de ce qui se déverse tous les 2 jours dans l'océan. Donc si on n'arrive pas déjà à avoir des ordres de grandeur et de connaître où est-ce qu'il faut agir pour avoir le plus d'impact rapidement, on a du mal finalement à avancer. Donc ça, c'est la première base, brise. Oui, et ça explique aussi l'architecture du projet Plastic Odyssey. Le bateau, il est prêt, il va partir d'ici, du port de Marseille, c'est ça ? Là, le bateau est à Marseille, il est au port de commerce et on va organiser un départ, un lancement le 1er octobre depuis le MUSEM. Pour 3 ans d'expédition en allant faire escale dans les 30 pays les plus touchés. Donc on commence par le Liban, ensuite on part en Égypte, en Tunisie, Maghreb, Afrique, et on va continuer comme ça pour rejoindre l'Asie du Sud-Est, qui est quand même le point le plus compliqué aujourd'hui en termes de pollution. Ouais. Sébastien Demèche, avec Telaqua, on prolonge en quelque sorte l'actualité de cet été de sécheresse presque partout en France. Votre métier, c'est d'optimiser la consommation d'eau, c'est ça ? Exactement. C'est peut-être même plus d'accompagner nos clients grands comptes, qui sont des très gros agriculteurs dans le monde, à optimiser cette ressource en eau. Ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être déjà en évitant les fuites d'eau, en mieux maintenant, en mieux surveillant son système d'irrigation, mais aussi en les accompagnant dans une meilleure irrigation qui s'adapte à la plantation. Avec quels outils ? Il y a de l'intelligence artificielle, il y a des capteurs. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'architecture de ce que vous proposez à ces grands comptes ? On va commencer par la mettre des capteurs pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe sur leur système d'irrigation, de si la pression est bonne, s'il y a des fuites d'eau. Et ensuite, il y a une application qui va du coup les alerter dès qu'il y a un problème. Ils vont pouvoir réparer les problèmes. Et après, derrière, on travaille, c'est encore de la recherche, sur une intelligence qui va les aider pour aller plus vite, pour aller plus loin, et du coup repérer la fuite d'eau ou la mauvaise irrigation en amont.
Vous êtes basé ici, à On est à Marseille. sur le Voilà, pourquoi? C'est un choix personnel? Vous êtes originaire de la région? Qu'est-ce qui vous a séduit dans la région? Alors c'est clairement personnel. On est 3 associés, 2 Marseillais. Ah bah oui, effectivement. Un franco-chilien qu'on a converti à Marseille. Donc et à l'OM, donc c'est bon. Bah, maintenant, il y a un Chilien à l'OM, donc il est content. Il est forcément ravi. En préparant l'émission, j'ai retrouvé ce chiffre. 70% de l'eau mondiale est utilisée pour l'irrigation des champs agricoles. Donc on est au cœur du... Enfin, ils sont à la fois une partie du problème et de la solution. Et c'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Ça, c'est ambivalent, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas irriguer aujourd'hui, mais en même temps... Irriguer pour que nous, on se nourrisse, il ne faut jamais l'oublier. Quand même. Il y a des solutions qui existent. Il y a des très mauvais irrigants, donc des personnes qui vont surconsommer. Donc c'est là où nous, on peut venir les accompagner. Ils sont pas, en général, par contre, il faut quand même le dire, ils ne sont pas des mauvais irrigants parce qu'ils le font exprès. C'est qu'ils n'ont pas les bons outils ou qu'ils ont des surfaces qui sont tellement grandes que c'est très compliqué. Ouais. Mélanie Jeanneret, on a ici 2 entreprises qui innovent, qui inventent des solutions, qui se sont créées pour ça. On peut dire qu'elles sont éco-responsables par nature, quoi, en quelque sorte. Parmi les 150 entreprises de la Convention des entreprises pour le climat, est-ce qu'il y en a beaucoup qui doivent... pour lesquelles c'est peut-être plus difficile parce qu'il faut qu'elles fassent twister, évoluer, peut-être même carrément basculer leur modèle économique? Exactement. On a tous les profils d'entreprises dans la Convention. Le parti pris, c'est que toute entreprise peut avancer aller plus loin dans sa réflexion et dans son approche. Donc tout le monde était le bienvenu à participer, tout profil, y compris les entreprises industrielles, des grosses entreprises, des PME, des TPE, industrielles ou pas dans le service. Clairement, notre parti pris, c'est que les entreprises soient au cœur de cette transition et que les entreprises qui font partie du problème puissent devenir une partie de la solution. Et effectivement, l'enjeu est de taille pour certaines entreprises plus grosses ou plus impactantes sur l'environnement. On est vraiment dans tous les secteurs d'activité? Alors, je ne vais pas vous demander de faire la liste, il y en a 150, mais on est vraiment un peu partout dans tous les secteurs d'activité? Tous les secteurs. C'était le parti pris de départ, c'était d'être le plus représentatif de l'industrie française, du tissu économique français. Donc, on a des entreprises industrielles, des entreprises du bâtiment, des entreprises du monde agricole, du service aux entreprises, des entreprises de la cosmétique. Voilà, on a vraiment tout type d'entreprise. S'il y a ici, au stade d'Orange Vélodrome, ou parmi nos téléspectateurs, des entrepreneurs ou des cadres dirigeants qui se disent bah oui, moi aussi, je veux me lancer et activer, amorcer cette bascule de transition écologique. Qu'est-ce que vous leur dites? Souvent, le premier argument, c'est de dire oui, mais ça va nous coûter cher, il n'y aura pas de retour sur investissement, ou alors un retour sur investissement qui est très lointain. Comment ils peuvent intégrer cette dimension-là? C'est vrai que ça coûte cher, il faut être lucide par rapport à ça. Alors le défi aujourd'hui paraît lointain, mais en fait on se rend compte qu'on le voit visuellement, on se rend tous compte qu'il est de moins en moins lointain. Et donc il y a urgence. Le programme et le parcours qu'on propose, c'est qu'ils se retrouvent entre pairs, donc entre dirigeants, pour trouver ensemble la solution. En fait, malheureusement, il n'y a pas une solution unique. Chaque modèle va devoir repenser son activité. Donc c'est un vrai challenge. Tu parlais de défi. C'est un vrai défi intellectuel, émotionnel, personnel, mais qui doit emmener toute une entreprise et tout un écosystème. Donc l'idée, c'est vraiment de cheminer ensemble, repenser la raison d'être et d'exister de son entreprise, de se rendre compte aussi qu'on a aussi un risque à ne pas agir. Le point de départ de la Convention aussi, c'était de dire on a un dilemme qui est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants se disent que s'ils y vont seuls, bah, potentiellement, ils prennent un risque parce que leurs prix vont augmenter là où d'autres concurrents ne vont pas les monter. Mais en fait, si on décide tous ensemble de passer à l'action et de se mettre en mouvement collectivement, en fait, on dépasse ce point-là, on dépasse l'inaction. Et le programme propose d'armer, d'outiller, de donner les moyens de réfléchir à ces solutions-là, et en collectif. Donc vraiment, c'est un des points forts. Il y a le collectif, il y a l'innovation aussi. C'est un élément sur lequel vous avez insisté lors de certaines des sessions de la Convention. Et on a une session qui est dédiée à ce sujet-là. Et donc, je tiens à préciser aussi qu'on est vraiment sur l'aspect comment l'innovation frugale peut servir effectivement à repenser nos façons de travailler. On est dans des logiques aussi de créativité, mais aussi, avant tout, ce qu'on a mis en avant, c'est l'inspiration du vivant. Donc c'est comment on peut innover en s'inspirant de la nature et du vivant. C'est toutes les logiques de biomimétisme. Le but, évidemment, c'est pas d'être techno-solutionniste, c'est de se dire on va innover pour trouver la solution qui va nous sauver. Il y a beaucoup de belles solutions qui permettent de régler des problèmes, mais il faut vraiment aller chercher la nature profonde du problème et le traiter de la bonne façon. Donc effectivement, c'est comment l'innovation ensuite, une fois qu'on a bien
poser ce cadre, l'innovation peut accélérer. Oui, le biomimétisme, c'est 4,5 milliards d'années de recherche et développement, donc on peut faire confiance à la nature. Simon Bernard, l'innovation, c'est un des aspects de Plastic Odyssey, sauf que vous êtes dans une logique low-tech, et elle est cohérente avec ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, mais expliquez-nous ce choix. Alors la low-tech, c'est vrai que nous, on s'intéresse en particulier à des pays sous contraintes qui ont peu de ressources. Et donc, c'est des super laboratoires, c'est des endroits où l'ingéniosité est très forte. C'est dans les pays sous contraintes qu'on innove le plus, en réalité. Et l'innovation frugale, l'innovation low-tech, en général, c'est vu comme une sorte de retour en arrière. Bah, au contraire, nous, on pense que c'est faire mieux avec moins. C'est arriver à utiliser, à répondre, on va dire, à un objectif, là, typiquement recycler des déchets, mais en utilisant le moins de matières premières, le moins d'énergie possible. Vous avez un exemple concret ? Typiquement, on va chercher à faire des systèmes avec très peu d'automatisme, donc qui vont durer dans le temps, qui sont simples à réparer, à construire. Et donc on est un petit peu à l'opposé, on va dire la low-tech est un petit peu à l'opposé de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tous ces capteurs et cette technologie qu'on a. Et ça répond à des besoins de base. Donc là, on parle de recyclage du plastique, de pollution. Ça peut être l'accès à l'eau, à l'énergie. Et aujourd'hui, c'est les plus grands défis de l'humanité. Et on se rend compte que la majorité des ingénieurs travaillent peut-être pour 10% de la population qui sont capables de s'acheter une iWatch, alors qu'à côté, il y a des défis incroyables, intellectuellement super intéressants. Donc pourquoi ne pas s'y attaquer ? Je crois que vous embarquez à bord un petit centre de recyclage expérimental. Alors il doit être compact, hein, j'imagine, parce que vous êtes sur un bateau. C'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? On a à peu près 150 mètres carrés quand même, d'ateliers avec une dizaine de machines qui sont toutes des machines très simples, inspirées de ce qu'on a vu aussi beaucoup en Afrique, de ce qui est déjà utilisé et qui va nous servir à incuber. Donc c'est une sorte d'incubateur de start-up, mais pour des recycleurs africains et asiatiques. Et donc l'idée, c'est à chaque escale d'inviter une dizaine d'entrepreneurs et de les former, aux techniques de recyclage, à l'entrepreneuriat, les présenter à des investisseurs locaux, à des clients potentiels, pour leur donner toutes les clés derrière pour monter une entreprise qui va fonctionner et donc recycler du plastique. Sébastien Demèche, je reviens vers vous pour parler d'un thème qui là aussi est au cœur de l'actualité. On va parler du gaspillage de l'eau. Ça concerne évidemment les agriculteurs, mais pas seulement. C'est aussi une question qui peut concerner beaucoup de chefs d'entreprise en général. Selon la Fondation France Liberté, 1,3 milliard de mètres cubes traités par les usines n'arrivent jamais au robinet. Ça représente 3400 litres perdus chaque jour. Je voudrais vraiment qu'on rentre dans le détail des solutions que vous proposez pour réduire ces pertes. J'ai vu qu'il y avait notamment cette idée de maintenance prédictive. De quoi il s'agit ? Ça fait toujours rêver, ça, quand on dit maintenance prédictive. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction, sauf que c'est très concret et c'est très actuel. Comment ça marche ? Alors déjà, pour remettre dans le contexte, nous, on est dans des champs agricoles. Ouais. Donc les tuyaux sont à l'air libre. Donc un tracteur peut l'arracher, un cerf peut venir manger le tuyau, enfin il peut y avoir plein d'autres choses. Et donc nous on va mettre des capteurs qui vont détecter quand il va y avoir une micro-fissure, une micro-fuite d'eau, une micro-chute de pression, et on va pouvoir détecter plus rapidement où est-ce qu'il y a la problématique. On a un exemple concret, c'est uniquement en détectant les fuites d'eau, ils ont réduit de 30% leur consommation d'eau. Donc c'est déjà énorme et on voit que c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille aussi, hein, faut pas l'oublier. J'allais enchaîner, c'est que du coup ils pompent leur eau, donc ils ont réduit de l'eau, mais ils ont aussi réduit leur consommation énergétique. Ouais. Dans le cas c'était l'énergie électrique, donc ça va, mais parfois on a des clients qui sont au pétrole, donc c'est aussi pour l'agriculture une économie d'énergie que d'économiser de l'eau. Après, le problème des villes, il est tout autre. Hein. C'est que c'est un peu le même principe, mais à l'échelle d'une ville. Et donc, c'est encore plus compliqué, je pense, à gérer. Ouais. Les Veolia, les agriculteurs sont les plus gros consommateurs d'eau en France, près de la moitié des 5,3 milliards de mètres cubes annuels. Votre système d'irrigation, votre système de contrôle, il est facile à installer. Vous nous dites, on peut assez rapidement faire 30% d'économie. Ça coûte cher, c'est facile à installer. Allez-y, faites le pitch, quoi. Alors, c'est très facile à installer. Nous, on se déplace même plus sur le terrain pour l'installer. C'est nos clients qui l'installent. Ça a un coût. Mais pour certains agriculteurs qui ont des grosses consommations d'eau, qui ont des grosses problématiques de maintenance, ils l'économisent en pratiquement 2 ans et donc ils le rentabilisent. Donc c'est un petit investissement, mais qui est assez vite rentabilisé. Est-ce que ce système, il est 100% agriculture ou est-ce qu'il pourrait se dupliquer pour des chefs d'entreprise dans d'autres secteurs d'activité ?
Alors aujourd'hui, il est 100% agriculture. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait la force, c'est pas le capteur, c'est l'application qu'il y a derrière qui va faciliter le métier au quotidien. Et donc notre application, elle est dédiée à l'agriculture. Il y a d'autres applications qui existent qui sont dédiées à la ville, qui sont dédiées à l'industrie. Mais aujourd'hui, nous, Telaqua, on est spécialisé là-dessus. Mélanie Jeanneret, vous, je l'ai dit tout à l'heure, on va expliquer comment ça va se passer. Vous démultipliez la Convention des entreprises pour le climat sur tout le territoire avec la CEC Académie. De quoi s'agit-il? C'est quoi? Alors, effectivement, on a fait un premier parcours. Le pari, c'était de réussir à réunir 150 dirigeants, déjà, de les amener jusqu'au bout du parcours et de les faire livrer des feuilles de route. Donc, ce pari-là a été réussi. On a eu 165 entreprises au départ et on a collecté 150 feuilles de route qui vont être diffusées, rendues publiques dans un livrable à partir du mois d'octobre. Et donc là, maintenant, on est dans... Pardon, je vous interromps, mais feuille de route, ça veut dire des engagements très précis et des plans d'action. On n'est plus du tout dans la théorie. C'est vraiment voilà ce qu'on a mis en place et voilà ce qu'on va faire pour faire évoluer ou même changer notre modèle économique. C'est un atterrissage très concret. C'est des feuilles de route qui sont audacieuses. On a certaines feuilles de route qui sont vraiment sur des projets sociétaux, qui repensent en fait leur modèle économique. L'objectif, c'était une feuille de route qui leur permet de repenser leur modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Donc on a des entreprises qui se poussent très loin à la décarbonation, qui vont aussi vers des modèles régénératifs. En tout cas, il y a une intention. Donc ça a visé 2030. Évidemment, ces feuilles de route vont continuer de vivre. L'objectif, c'est qu'on ait ensuite l'opérationnalisation et qu'on puisse voir concrètement. Mais en tout cas, ça a été un succès. Et l'idée, c'est de pouvoir démultiplier ce format-là sous différentes formes. Donc qu'est-ce que vous proposez ici en Provence? L'idée, c'est de proposer un format sur les territoires. On va lancer une CEC Provence qui va démarrer cette fin d'année, donc fin novembre jusqu'à septembre prochain. Un format qui va être un tout petit peu adapté. Le but, c'est vraiment être implanté sur les problématiques territoriales. On va être sur 60 organisations, y compris entreprises publiques, organisations publiques et entreprises privées. Toute taille, pareil. On va le démultiplier aussi dans d'autres territoires. Donc, on va avoir Bretagne, Aura et d'autres qui sont en train de se construire. Le gouvernement aussi a reçu une proposition pour un format de 20 heures de formation gouvernement. Et il y a un projet de CEC Academy, effectivement, pour former. Le but, nous, notre objectif, c'est que ça se diffuse. Donc, c'est de le transmettre de toutes les façons possibles. Quand on est chef d'entreprise, et il y en a beaucoup ici en Provence, on peut encore s'inscrire? La liste, elle est déjà close? On en est où? Non, vous êtes les bienvenus à vous inscrire. On a de nombreux petits déjeuners, des webinaires aussi organisés. On est une équipe qui a commencé à se construire pour lancer le recrutement. On a des premières entreprises qui nous soutiennent. Aussi, ce qui est très fort, c'est qu'on a des entreprises marseillaises de la première édition qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Je crois que quelques-uns sont là aujourd'hui. Donc, c'est actuellement le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que cette convention, c'est un processus collectif. Les chefs d'entreprise se conseillent entre eux, parfois nouent des partenariats pour être plus efficaces. Je voudrais justement parler un peu de partenariat avec vous, Sébastien Demèche, parce que avec une autre entreprise de la région, Ombrea, vous avez mis en place un partenariat qui est assez intéressant. Peut-être il faut dire d'un mot ce que fait Ombrea et comment vous bossez ensemble. Alors oui, on a mis un partenariat technique. Ombrea, ils font des ombrières connectées pour créer des écosystèmes un peu plus viables pour la plante. Et nous, du coup, on a juste connecté notre solution d'irrigation. Donc le gros du travail dans ce partenariat est fait par Ombrea. L'idée, c'est d'allier les deux mondes et d'allier les deux technologies pour que l'irrigation et le microclimat qui est créé se coordonnent. Simon Bernard, on parle d'écosystème, on parle de partenariat, et là aussi on est vraiment au cœur du modèle de Plastic Odyssey, puisque vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, votre objectif c'est de permettre la création de micro-entreprises un petit peu partout sur la planète. Est-ce que vous savez déjà qui vous allez rencontrer? Parce que moi je trouve ça, le voyage c'est quelque chose de toujours fascinant. Parfois quand on part en reportage, nous journalistes, on sait exactement qui on va rencontrer, les 10 rendez-vous qui sont prévus, et puis parfois au contraire c'est l'aventure et on ne sait pas qui on va croiser. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes entrepreneurs, ou pas jeunes d'ailleurs, qui sont prêts à se lancer avec vous? Alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est que le bateau n'est pas parti encore. Et toutes les semaines, on a des gens qui nous contactent du monde entier. Alors on s'est dit à un moment donné, des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment, qui nous demandent des conseils. On s'est dit, on ne peut pas répondre au cas par cas. Donc avant de partir, on lance un programme en ligne. En une semaine, on a eu plus de 100 candidatures juste sur l'Afrique francophone. On a formé 50 entrepreneurs. Et donc, on se dit qu'il y a déjà ces entrepreneurs qu'on a identifiés, qui vont être formés à bord, des acteurs qu'on contacte 6 mois avant l'escale. Mais en fait, quand le bateau arrive, c'est tellement un événement en soi
que ça attire énormément de monde et c'est la manière de communiquer dans beaucoup d'endroits par le bouche à oreille. C'est très spontané, donc on espère que ça va nous permettre de toucher toutes les personnes qui vont pouvoir être intéressées par le sujet. Donc il va y avoir un peu des deux. Il y a une préparation, forcément, on ne peut pas arriver comme ça, mais il va y avoir beaucoup de spontanéité et de rencontres qui vont se passer pendant les escales, et c'est ça qui va être formidable. On va terminer avec 2 questions d'actu pour l'un et l'autre, mais je voudrais revenir sur l'un des thèmes de ce Forum des entrepreneurs, qui est le thème de la jeunesse, du recrutement, et peut-être faire un retour d'expérience des 150 entreprises qui ont déjà participé à la convention pendant l'année écoulée. Je pense que quand on engage cette démarche, c'est plus facile de recruter. Et quand je dis ça, c'est une évidence ou peut-être c'est plus compliqué que ça? Je ne sais pas exactement répondre à cette question. Le sentiment qu'on a, c'est que effectivement, beaucoup de dirigeants se sont dit que ça faisait partie des raisons pour leur motivation à participer à la convention. Donner du sens à leur action, afficher un rôle sociétal de l'entreprise, aussi pour pouvoir embaucher plus facilement. C'est l'un des leviers. Donner un rôle sociétal et effectivement passer à l'action et être dans du concret, dans un dispositif qui va au-delà des paroles ou d'une communication. Donc il y avait plein d'autres motivations selon les profils de dirigeants, évidemment. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, la convention, pour nous, l'objectif, c'était d'être le plus concret et d'être très alerte sur le fait qu'il y avait une démarche sincère et qui allait jusqu'au bout. Donc ça, évidemment, on peut imaginer que ce sera bénéfique. Allez, il nous reste 1 minute 30. Sébastien Demèche, l'actu pour Telaqua. C'est une levée de fonds de 4 millions d'euros que vous avez annoncée il y a 4 mois. Quelle stratégie avec cette levée de fonds? Déjà, la première, c'était d'embaucher. Voilà, on y retourne. De 10 à 25 ouais. Pour gagner en force de frappe, pouvoir commercialiser notre solution en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe du Sud. Vous les avez trouvés, les 15 profils, ou pas encore? On les a trouvés, bon, on est bravo. au complet, on a les premiers gros clients qui commencent à arriver. Donc pour l'instant, la feuille de route, on parlait de feuille de route, se remplit bien. Bon, super. On termine avec vous, Simon Bernard, pour dire ce qui va se passer ici à Marseille. Vous nous l'avez dit, départ du bateau, départ de Plastic Odyssey le 1er octobre. Avant ça, il y a quoi? Il y a un village Plastic Odyssey? Exactement, du 23 au 30 septembre, on a tout un village, un festival. Donc on a le bateau qui sera à quai au Mucem et on a 300 mètres carrés d'exposition avec des micro-usines qu'on construit dans des containers qui seront exposés avec une exposition plus grand public. Et donc on a des conférences, on a tout un programme. Donc n'hésitez pas pour les Marseillais ou les non-Marseillais d'ailleurs à venir visiter le bateau, découvrir ce qu'on fait. Ce sera juste à côté au Mucem. Et donc départ le 1er octobre. Première escale, Liban, c'est ça? Première escale, le Liban. Bon, vous avez déjà vos rendez-vous? On a déjà des rendez-vous, c'est pas le pays le plus simple vu la situation Bien actuelle, sûr. mais il y a déjà une belle escale qui se profile. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce Smart Impact ici donc au cœur du Stade Orange Vélodrome dans le cadre de ce forum des entrepreneurs. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart.